Oui, je trouve que ce que vous avez dit est très intéressant et en même temps désespérant, quant à la difficulté d'évaluer, à la difficulté de se faire évaluer, euh, à ce que vous avez dit aussi sur les politiques. Est-ce qu'il y a véritablement un pilote dans l'avion? C'est ça mon problème. Est-ce que cette politique culturelle qui est annoncée et dont on sait déjà qu'elle ne sera pas respectée, par exemple, est-ce que ce n'est pas dramatique, quoi? Ça l'est pour moi. Mais merci pour votre question. Je ne suis pas désespéré pour ma part. On- Euh, je- Non, 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 mais très concrètement, le fait de me retrouver ici avec vous aujourd'hui à parler de ça est plutôt pour moi un signe d'espoir. Alors je suis peut-être naïf, mais je pense que justement la mise en débat démocratique de ces questions, des politiques culturelles, fait déjà partie d'une démarche d'évaluation et est plutôt un signe d'espoir. On ne me l'enlèvera pas. Alors, le constat sur les politiques culturelles, de nouveau, les points de vue sont divers. Quand vous dites qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, pour certains, il y a un pilote dans l'avion et il faudrait qu'il y ait un autre pilote dans l'avion. Pour certains, il y a un pilote dans l'avion, mais il ne faudrait pas d'avion. Ou je ne sais pas, ou bien il faudrait que l'avion aille à une autre destination. Donc les appréciations sur la manière dont existent et sont menées les politiques culturelles actuelles sont très diversifiées. Hum, Il y a donc des attentes, mais je ne pense pas que ce soit désespéré. Loin de là. Hum. J'en suis ravi. Est-ce que je peux donner un exemple? Genre, je voudrais profiter de l'occasion de ta question pour donner un exemple. Non, non, je n'ai pas d'exemple. Non, non, moi, D'accord. oui, oui, je voulais donner un exemple. C'est une chose qui m'a vraiment frappé. En France, dans les premières études sur les pratiques culturelles, quand Olivier Denat a lancé ses études, il a pu constater sur 20 ans que, d'une part, au début, il y avait, alors je ne connais plus les chiffres exacts, mais disons, il y avait une télévision dans 65% des ménages, disons quelque chose comme ça, ou bien une dans 95% des ménages et deux dans 65% des ménages. Je crois que c'était comme ça. Et puis 20 ans après, eh bien, non seulement il y a très peu de ménages où il reste qu'une TV, en règle générale, il y a au moins deux télévisions, donc dans 95% des ménages. Il y a toujours 5% qui n'ont pas la TV, donc il y a des gens qui résistent, quoi, voilà. Mais sinon, il y a 95% des gens qui ont deux TV au moins, mais en plus, un ordinateur ou deux ordinateurs, plus des stations pour jouer, etc., etc. Et donc, il dit, voilà, on voit vraiment le boom de tout ce qui est informatique, numérique, etc. Et à côté de ça, il regarde les statistiques des théâtres, et il y a un tassement dans le théâtre, je ne sais pas, à peu près de 10%. Sur les 20 ans, il y a 10% d'audience qui a réduit. Alors, c'est très intéressant parce que ça renvoie directement aux questions méthodologiques qui viennent d'être posées. Est-ce que cette situation est tragique, dramatique, épouvantable, très positive, très encourageante? Bon, voilà. Alors, Olivier Denat était presque déprimé. Il a fait une sorte de dépression en disant on a mis tant d'argent dans l'idée que Villard avait qu'on allait amener tout le peuple au théâtre, quoi. Et qu'on voit qu'on investit peu dans l'informatique, mais que l'informatique a pris dans les maisons une place énorme dans la culture. Les gens ont droit, ils ont plus de 100 chaînes de télévision, ils ont des ordinateurs avec des jeux, ils accèdent à, etc., etc. Et le théâtre, on fait tant d'efforts publics, et il y a un tassement, alors qu'on a mis tant d'efforts publics. Alors, je lui demandais, je lui donnais un autre point de vue. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que la méthodologie est la même, mais le point de vue n'est pas le même. Je lui dis, moi ce qui m'intéresse, et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a encore des gens qui vont au théâtre, alors qu'ils ont 100 chaînes à la maison, qu'ils ont 4 stations pour jouer avec des jeux et 2 ordinateurs, etc. Je ne comprends pas comment il se fait qu'il y ait encore tant de gens qui aillent au théâtre. Donc, c'est pour dire que lui était désespéré. Il a même été jusqu'à parler de la fermeture du ministère de la Culture, en disant que ça ne sert à rien, quoi. Donc, c'était une provocation pour provoquer une réflexion.
Et tout d'un coup, voilà un renversement imprévu, semble-t-il. C'est qu'effectivement, voilà une bonne question. Comment ça se fait que les gens continuent à venir à un débat? Hein? Vous pouvez le suivre sur le net. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Enfin, je veux dire, donc voilà, c'est intéressant ça quand même. Tout d'un coup, pourquoi est-ce que la culture a une nécessité pareille? C'est qu'on n'arrive même pas, en ayant mis tant de TV et tant de trucs chez les gens, à ce qu'ils restent chez eux et que, nom de Dieu, ils continuent à sortir et à aller au théâtre. Voilà. C'est pour dire que dans le problème, et ça touche à la question de l'évaluation, et ça touche, nous on l'a tout le temps à l'observatoire, c'est-à-dire comment on regarde les choses. Une fois qu'on a des données, c'est pas tout d'avoir des données, vous allez dire il y a une bibliothèque dans chaque commune. Voilà, et alors? C'est bien, c'est pas bien, c'est heureux. Ah, il en manque dans 5 communes. Ah, c'est grave. Ouais, donc, comment est-ce qu'on regarde ça? Quel jugement? C'est très juste. Il y a la mesure, puis il y a le jugement. Quel jugement on va poser? Ça pose tout le problème des présupposés dont on parlait ce matin. C'est-à-dire, c'est quoi les présupposés qu'on a? Qu'est-ce que c'est une politique culturelle qui serait réussie, entre guillemets, tu vois? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, finalement? Parce qu'il y a des tas de gens qui vont sûrement dans les musées, qu'ils ont le diplôme universitaire, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils font. Ils y vont parce qu'ils doivent y aller pour le boulot, quoi. Parce que pour le boulot, pour rester en phase et avoir le poste qu'on veut avoir à la banque machin, il s'agit d'aller se mettre devant quelques œuvres et dire tiens, c'est intéressant. Surtout qu'on ne me demande pas pourquoi je me dis que c'est intéressant. Est-ce que c'est... Voilà. Enfin, je dis ça parce qu'il y a aussi tout cet enjeu social du musée. Du musée. On a fait un drink à l'opéra, on est allé voir ça. Tout le monde dit c'est merveilleux, les gens s'emmerdent sur leur ciel, ils ne comprennent même pas, ils ne connaissent pas l'auteur, ils ne comprennent pas ce que c'est que ce jeune homme qui est en train d'essayer de chanter cette chose inchantable, enfin, etc. Je dis, enfin, voilà, excusez-moi, je prends de la place, je m'en excuse, hein, mais je veux dire par là, ce que je trouve chouette dans la démarche que Jean-Gilles vient de faire, c'est d'arriver à poser les problèmes devant nous sans nécessairement tout de suite être désespéré ou tout de suite être emballé et nous laisser une marge d'appréciation par rapport à ça. Cette marge d'appréciation, nous en avons besoin parce que nous sommes devant quelque chose qui est un peu inconnu. Je parle pour moi-même aussi, hein. C'est un peu inconnu. Est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien? Je ne sais pas comment juger de ces choses-là, ce n'est pas si évident. Même avec la métaphysique, enfin, si je peux dire ça comme ça, donc, la métaphysique des politiques culturelles, enfin, si on prend le droit à la culture comme une sorte de métasystème des politiques culturelles, j'exagère, hein. Donc, mais comment regarder, quoi? Je veux dire, comment regarder les actes, comment regarder les faits, quelle valeur leur donner? Tout ça n'est pas évident du tout. Ça pose des problèmes. Nous sommes devant des problèmes. Si nous voulons vraiment évaluer, c'est compliqué. C'est compliqué de savoir qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, de le décider ensemble. C'est une difficulté. Je fais une petite mini-intervention. Je vous redonne la parole. Voilà. France Lebon, donc je suis fonctionnaire et donc je ne suis pas aux portes des salles de spectacle, mais tout de même très attentive à ce qui se passe sur le terrain. Vous avez parlé de mythes, de certains mythes auxquels il faut scoltiner pour aborder les questions d'évaluation. Je pense aussi qu'il y a une série de questions qui touchent à notre ambiguïté et à des paradoxes fondamentaux qu'il y a entre le pouvoir public et les opérateurs. Donc, indépendamment de la question du regard extérieur de l'évaluateur, d'une certaine manière, je pense que parmi les ambiguïtés et les paradoxes, il y a notamment celui, me semble-t-il, mais peut-être que je surestime les choses, mais c'est qu'à la fois, toutes les réticences que vous avez citées montrent qu'il y a une sorte de manque de confiance ou une sorte de crainte, et on en comprend tout à fait bien, évidemment, les raisons, s'il y a confusion entre évaluation et contrôle, notamment, et aussi, bien sûr, il y a toujours un risque de changement et d'évolution dans un sens, donc certains ont à y gagner et d'autres ont à perdre peut-être, mais on ne sait pas encore au début qui est qui. Et alors en même temps, je dirais que ce manque de confiance se produit dans un contexte où, me semble-t-il, le droit à la participation, au dialogue sur les politiques culturelles est quand même très important
en Fédération Wallonie-Bruxelles, et où il y a vraiment beaucoup d'espaces publics, où il y a dialogue entre l'administration, le secteur et aussi le pouvoir politique. Un autre paradoxe, c'est évidemment, ou ambiguïté, c'est nous sommes dans des politiques où les acteurs de terrain considèrent qu'il faut vivre les choses, qu'il faut se projeter dans les situations, qu'il faut être vraiment sur le terrain, alors que l'évaluateur est externe et par définition ne sait pas de quoi il s'agit. Et donc, il y a cette tension-là qui existe également. Et encore, il y a aussi cette difficulté qui, me semble-t-il, est que nous sommes aussi dans un discours critique et de changement. Tout le discours culturel est basé sur des perspectives de changement de société. En même temps, comme on l'a dit ce matin, je pense que Céline l'a très bien dit, notre histoire culturelle est constituée à partir d'un empilement et d'un saupoudrage, ce qui fait que globalement, c'est tout sauf le changement, puisqu'il n'y a généralement plus d'argent, plus de place et pas de perspective pour les initiatives qui viennent en supplément et qui doivent donc trouver au départ des petites places. Donc on est dans une sorte de, je ne dirais pas d'immobilité, mais en tout cas dans des réactions de protectionnistes et voire conservatrices à certains moments, alors qu'on est dans des discours qui sont généralement subversifs ou révolutionnaires, ou en tout cas qui prônent le changement. Donc c'est tout ça, en fait. Je pense que pour faire une évaluation, il faudrait peut-être donc travailler ces questions-là entre nous pour trouver peut-être un modus vivendi ou un équilibre qui permette d'avancer ensemble et pas évidemment les uns contre les autres. Oui, j'approuve, j'abonde dans votre sens. Je suis assez d'accord, ces contradictions existent et elles demandent d'approfondir un dialogue pour essayer de lever les lièvres qui peuvent être levés et puis essayer de passer au-dessus de ceux qui ne pourront pas être levés. Est-ce qu'il y a une autre intervention ou question? On a envie en plus que, après ce qu'on a fait cet après-midi, ce serait chouette qu'on vous redonne la parole et qu'on redémarre. Mais on n'aura pas le temps de le faire, c'est dommage, parce que ce serait chouette. Hein. Justement, je serais bien aimé ce que tu disais, il y a des auteurs qui analysent les objectifs de politique culturelle comme... Donc, voilà. Ok, je l'ai là. Ah oui, voilà. Donc, tu as dit, il y a des auteurs qui analysent le discours sur les politiques culturelles comme étant une accumulation d'objectifs, une hypertrophie d'objectifs. D'autres qui disent qu'en fait, il n'y a plus d'objectifs. J'aurais aimé te poser la question, comment est-ce que toi, tu analyses cette question? Est-ce que quel est ton avis? Tu peux aussi ne pas répondre. Mais je te remercie. C'est la question en piège, évidemment. Voilà, j'aurais aimé avoir ton avis de politologue, personnel, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, en fait, j'ai présenté ces différentes versions, donc une posture critique qui dénonce l'absence d'objectifs, l'atélie, ou bien l'hypertrophie des objectifs, l'hypertélie. J'ai présenté ces différentes versions comme étant opposées pour essayer de faire ressortir leur caractère. Mais en fait, elles ne s'opposent pas. La définition du mot hypertélie, c'est un terme plutôt utilisé en biologie, où on voit une hypertrophie de cellules qui finalement arrivent à détruire l'organisme biologique. Donc, d'une certaine manière, une hypertrophie d'objectifs des politiques culturelles font qu'au final, il n'y en a pas. Donc, je les ai présentés en les opposant pour donner des images claires et contrastées, mais au final, je pense que ça fait partie du même processus. Et un excès d'objectifs, surtout mythiques, parce que ce n'était pas tant l'ampleur des objectifs
qui me semblait poser problème. C'est leur statut de mythe. Parce qu'avoir beaucoup d'objectifs et très ambitieux ne doit pas poser de problème a priori. C'est le fait plutôt de poser une myriade de mythes qui ne sont pas des objectifs que l'on peut avoir de manière tangible en main et sur lesquels on peut travailler de manière concrète, pragmatique, sur le terrain. C'est plutôt ça qui pose problème, à mon sens. Donc, l'absence d'objectifs et l'hypertrophie des objectifs peuvent être compris comme allant de pair et ne posent pas le problème, c'est plutôt le statut de mythe qui, à mon sens, pose un problème. C'est la faute à Malraux. C'est mal. Voilà. Vous avez. Est-ce qu'il y a un autre micro finalement ou pas? Ou alors je vous fais circuler le mien. Ah voilà, le voilà. D'accord. Très bien. Voilà, Baptiste. Madame, et puis derrière, Laurence. Oups, oui, c'est bon. Sophie Alexandre du Réseau des Arts à Bruxelles. C'est juste une question de curiosité. J'imagine que la question de l'évaluation des pratiques culturelles ne se pose pas uniquement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, je me pose la question de savoir s'il existe autre part des pratiques d'évaluation dans d'autres nations, d'autres communautés qui ont peut-être plus cette pratique d'évaluation où cela est une pratique plus familière peut-être. Des exemples inspirants. Voilà. Oui, merci. C'est une très bonne question. Effectivement, on gagne toujours à s'inspirer des bonnes pratiques, comme on dit au niveau de l'Union européenne, des bonnes pratiques d'autres pays. Oui, il existe des pratiques ailleurs qui sont parfois très bonnes. Mais avant d'en citer, disons, une qui me paraît emblématique, il faut toujours se méfier dans le comparatisme des politiques publiques, des politiques culturelles, à ne pas vouloir trop rapidement transplanter, transposer des pratiques d'un pays à l'autre. La façon de mener les politiques publiques et donc l'évaluation des politiques publiques est toujours le fruit d'une histoire et de processus sociopolitiques complexes et qui mènent à des équilibres, certains équilibres au sein de la société entre la sphère publique, la sphère privée, économique, etc. Donc on ne peut pas se dire « Ah oui, là il y a une bonne pratique et on va tout de suite pouvoir y aller ». Il y a un exemple qui me paraît très très intéressant, c'est un index des arts. Et ça se fait aux États-Unis en fait. Ils arrivent à mettre en place un système de mesure qui produit un indicateur synthétique de l'état des arts. Et il produit cet indicateur synthétique à partir d'environ des dizaines, je crois que c'est 80 variables différentes, et qui prennent en compte quasiment tous les aspects des politiques culturelles. Donc ils prennent en compte la participation culturelle, donc tout ce qui est fréquentation, etc., qui prend en compte des données sur les droits d'auteur, qui prennent en compte les données sur l'emploi des artistes, sur le statut de l'artiste, sur l'emploi culturel, qui prennent en compte des données sur le nombre d'œuvres créées, qui prennent en compte la diffusion des œuvres, etc., etc., etc. Donc ils arrivent à essayer de faire un état des lieux qui prennent en compte différents aspects et qui sont des aspects parfois purement quantitatifs, par exemple le chiffre d'affaires des théâtres, le chiffre d'affaires des salles de concert, etc. Et parfois des aspects plus qualitatifs. Là, de nouveau, c'est un aspect que j'ai pas pu développer, mais certaines méthodologies, par exemple en Angleterre, sont assez novatrices en ce moment, depuis 2-3 ans. Ils mettent en place des méthodologies qui permettent de mesurer et de quantifier des aspects plus qualitatifs. Donc quand on parle de mesure et de quantification et qu'on parle d'indicateurs chiffrés synthétiques, on ne passe pas tout de suite, on n'enlève pas les aspects plus qualitatifs, plus sensibles. Bon, et donc un tel index, il existe aussi un index de ce type
au Canada, si je ne m'abuse, qui prend aussi des dizaines d'indicateurs qu'après on peut synthétiser. Ce sont des exemples dont on peut s'inspirer, donc non pas pour les reproduire tels quels, mais en tout cas pour remarquer qu'il est possible d'essayer de rassembler différents effets des politiques culturelles, depuis le statut de l'artiste jusqu'au chiffre d'affaires des salles de concert, en passant par les droits d'auteur et le nombre de romans qui ont été écrits, etc. Donc là, je crois que ça peut être des sources d'inspiration assez riches. Ouais. Question chez Laurence. Oui, c'est une minuscule question, mais j'ai juste l'impression que dans ce que vous dites, c'est que j'entends plutôt qu'on reçoit des principes et que, donc, en tant qu'association, hein, donc, on reçoit par les décrets, etc., ils énoncent des principes et qu'après, il appartient aux associations, enfin aux acteurs de terrain, de le décliner en objectifs. Et donc, c'est plutôt cette absence d'objectifs généraux qui aurait plutôt que... Mais par contre, une très forte volonté de marquer les principes et les valeurs auxquels on va devoir se référer. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce sont des valeurs, moi je l'appelais des mythes, donc des sortes d'idées parfois un peu éthérées. Mais une dimension que je n'ai pas dite, c'est que ces mythes sont évidemment porteurs d'action. Donc ce ne sont pas juste des choses qui flottent dans les airs et qui n'ont pas de substance, mais ce sont des principes, des valeurs, comme vous dites, qui après s'incarnent et prennent toute leur matérialité dans l'action et les activités des opérateurs. De ce point de vue-là, je dirais que c'est la géométrie variable. On peut retrouver des opérateurs qui font ces valeurs et qui essayent d'intégrer, d'incorporer et de retraduire au concret ces valeurs dans leur pratique. Mais d'autres opérateurs peuvent très bien se dire, voilà, ça c'est le grand principe, c'est dans le préambule d'un contrat-programme, ça peut éventuellement faire partie de la présentation de mon rapport d'activité, mais après, au jour le jour, je m'occupe de ce qui m'intéresse. Et alors là, ça dépend d'un organisateur à l'autre. Hein. Je ne comprends pas. On parle d'évaluation. Je n'entends à aucun moment évoquer la réalité sociale dans laquelle interviennent les acteurs socioculturels. Je n'entends à aucun moment parler de la réalité sociale de chacune des institutions, comment travaillent les gens, à quelles conditions financières et autres. On n'en parle pas, mais on nous parle d'objectifs, on nous parle de je ne sais pas tout quoi, on va vous comparer ça avec ce qui se passe en Angleterre, au Kamtchatka et je ne sais où encore. Et enfin, vous êtes complètement à côté de la plaque, excusez-moi. Et alors, ce que je comprends encore moins, c'est qu'il commence à y avoir quand même de sérieuses interrogations sur ce que c'est qu'évaluer et à quoi ça sert, parce que précisément, on s'aperçoit que les évaluations, c'est une manière trop souvent de passer la réalité au bleu, sans jeu de mots. Hein? Et donc, il faudrait quand même un peu qu'on s'interroge sur cette norme même qui veut qu'on évalue, et surtout si on commence à évaluer en faisant du benchmarking, c'est-à-dire en uniformisant les pratiques autour de celles qui, commercialement ou financièrement ou économiquement, sont les plus rentables. Ce qui est censé être la seule performance qu'on demande aux acteurs. Moi, je ne comprends pas ce type de débat. J'entends le questionnement. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question exacte, mais j'entends le questionnement. Je vous répondrai en disant que la présentation des questions que pose l'évaluation des politiques culturelles, cette présentation que j'ai faite, montre quelles sont les difficultés et les limites de l'outil. Alors, évidemment, cet outil, après, on l'utilise comme on le veut. C'est-à-dire que l'évaluation,
est un outil qui utilise des méthodes scientifiques de mesure et un jugement de valeur pour essayer d'objectiver la réalité. Donc, on essaye d'avoir au moins une photographie. Alors, l'évaluation peut servir, comme vous dites, à passer au bleu certaines questions, mais tout comme elle peut servir à entrer profondément et en détail et en connaissance de cause sur les questions dont vous parlez, sur les questions sociales. Parce que si personne ne s'intéresse à aller voir concrètement quels sont les effets des politiques culturelles et des politiques sociales et d'emploi sur le travail socio-culturel, eh bien on ne le saura jamais. Et vous-même, à part rêver seul dans votre coin, vous ne pourrez jamais dire « oui, regardez comment c'est ». Voilà. Donc, que les expériences personnelles restent isolées dans leur vie privée et ne soient jamais regardées par des démarches évaluatives qui puissent venir au bout d'un moment dans le débat public dire « voilà, regardez comment il a arrêté ». Eh bien, si ça ne se fait pas, on ne pourra jamais essayer d'objectiver et de nourrir le débat public. Et on ne pourra jamais prendre au sérieux toute fibre de justice sociale si on n'étudie pas cette réalité. Mais je comprends très bien que ces aspects qui sont plus méthodologiques ne soient pas... certain nombre de pans, des pans entiers, au nom de je ne comprends pas. Quoi, quand je dis que je ne comprends pas, j'avoue que je ne comprends pas, je vais être très bête, mais je ne comprends pas. Et votre réponse consiste à dire, votre réponse est sur la méthodologie. Mais, enfin, l'administration a son inspection, donc l'exécutif a ses inspections, le législateur a ses outils aussi qui lui permettent les parlements ont aussi des outils qui leur permettent de faire un certain nombre d'évaluations. Et donc on peut savoir, l'exécutif comme le Parlement peuvent savoir d'où on vient et où on va, mais qu'est-ce qu'on demande d'autre en démocratie ? Oui, on va donner la parole aux autres personnes. On doit s'arrêter dans ça. Rebonjour, Christelle Blouette de nouveau. Moi, je voudrais juste témoigner, pas trop interroger, mais témoigner de notre expérience, toujours, puisqu'on se pose la question de l'évaluation également. Et pour rappeler le sujet de la journée sur le droit de participer, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on envisage plus largement la question des droits culturels au-delà du droit de participer, mais l'incluant. On se pose la question d'évaluer l'effectivité en fait, des droits culturels. Parce que toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on évalue. Évaluer, ok, mais quoi ? Quel système de valeurs on se donne et quel est le socle commun qu'on veut défendre et donc qu'est-ce qu'on évalue ? Et la démarche qu'on mène là, on ne dit pas qu'on va y arriver, hein, et c'est d'une ambition sans doute pas à notre mesure, mais on essaye en tout cas et on commence à proposer ça. Dans une démarche interdépartementale avec plusieurs départements français, et donc la collaboration de Patrice Meyerbisch et Joanne Bouchard qui était là mais qui a dû nous quitter, de l'Observatoire de Fribourg, une démarche d'observation et d'évaluation des politiques publiques au regard des droits culturels. Alors là, on aborde d'abord les politiques publiques départementales dans leur transversalité, mais la question c'est bien d'essayer d'aller regarder, d'abord observer avant d'évaluer, où sont pris en compte ou pas l'effectivité de ces droits, en traversant l'ensemble des droits culturels qui sont déployés et en fait rassemblés dans la déclaration de Fribourg sur l'identité, le patrimoine, les communautés culturelles, le droit de participer, mais aussi le droit à l'éducation,
à l'information, la formation, les coopérations culturelles. Enfin, je pense que vous connaissez ce texte tous. Et il nous semble, en tout cas dans les premiers résultats, parce que ça fait 1 an qu'on travaille dans ce sens, il nous semble que les acteurs qui sont engagés dans cette observation, puisqu'il s'agit de cas d'école qui sont faits par les porteurs de projets ou par les acteurs, les agents des collectivités, il nous semble que le fait de regarder, d'observer leurs pratiques au regard de ce référentiel leur permet de progresser considérablement dans l'évaluation de leurs pratiques. Donc, en admettant évidemment ce postulat et ce prérequis que c'est bien les droits culturels et l'effectivité de ces droits qu'on évalue. Il y avait une question là-bas, mais je pensais que... Oui, je voulais faire... Judith Lachterman, donc je travaille au ministère, moi aussi. Je voulais faire une petite réflexion sur l'évaluation. En général, il me semblait, je pensais notamment à l'état des lieux de l'alphabétisation, qui est, un regard sur l'alphabétisation, très, très poussé sur l'alphabétisation en Fédération Wallonie-Bruxelles. Moi, je me demande si simplement on ne doit pas accepter, et que ça mettrait tout le monde à l'abri, qu'une évaluation, c'est aussi un objet extrêmement complexe et qui ne donne pas des réponses unilatérales comme ça a été bien mené, ça a été mal mené, est-ce qu'il y a plus ou moins d'analphabètes. Voilà, si on regarde cet objet que moi je connais, que je voulais citer en exemple, on voit simplement que c'est extrêmement fouillé, que ça demande de la personne qui s'y intéresse une lecture très poussée. Voilà, j'ai l'impression que parfois une vision de l'évaluation, ça pourrait être est-ce que ce sera sexy, est-ce que ce ne sera pas sexy, est-ce que c'est productif ou contre-productif, alors que j'ai l'impression que pour les gens qui travaillent sur l'évaluation, c'est un travail oui, très poussé, avec des données très poussées, et que voilà, je pense qu'on est quand même encore maintenant relativement à l'abri de quelque chose de caricatural. C'est mon sentiment en tout cas. Une dernière, Olivier. Merci, je pense qu'on est peut-être sur 2 niveaux de questions pour essayer de compléter ce que monsieur disait dans son interpellation. J'ai l'impression qu'on parle d'évaluation de politique publique, plus spécifiquement ici des politiques culturelles. Et donc ça laisse sous-entendre un petit peu qu'on présuppose qu'il faut évaluer les politiques publiques en matière de culture. Analyse-t-on, évalue-t-on les politiques économiques en termes de politique publique? On vend une banque, on rachète une banque, et les 2 fois on nous dit que c'est la meilleure idée qu'on puisse avoir. Et donc petit sentiment bizarre sur le fait qu'on devrait plus évaluer les politiques publiques en matière de culture que par exemple en matière de finances. Ça c'est un niveau, et je pense que le propos de Jean-Gilles était essentiellement axé là-dessus. Si Luc Carton avait été là, je ne sais pas si vous aurez parlé de ça, mais j'en suis à peu près certain, il aurait parlé d'auto-évaluation prospective. Et je pense que voilà, ça répond peut-être à une 2e volet de l'interpellation de monsieur. Et je trouvais important de ramener quand même cette notion-là. On est dans un système de politique culturelle qui est basé sur la notion de principe de subsidiarité, et donc quelque part de délégation et de confiance dans la liberté associative pour la mise en œuvre d'une série d'objectifs macro, etc. Et donc il y a là, à travers cette notion d'auto-évaluation prospective, donc les 3 termes sont importants. Elle a été mise en place dans le cadre du renouvellement des contrats-programmes des centres culturels la dernière fois. Elle a produit un certain nombre d'effets. C'est certes incomplet, c'est certes trop faible encore, mais c'est certainement dans le décret 2013 qui, comme ça a été dit plusieurs fois, met au milieu, en son sein, la notion de droit de participer à la vie culturelle. Évidemment, dans l'analyse partagée, cette notion d'auto-évaluation prospective, elle est là en permanence, et elle peut peut-être répondre à une partie de la question. Merci Olivier. On va clôturer là. À moins que... non Oui, mais l'auto-évaluation prospective fait partie justement des quelques degrés d'intégration de l'évalué dans le dispositif, et permet donc d'amener une participation à des degrés divers
des personnes qui sont sur le terrain. Après, la question de savoir si on évalue plus les politiques culturelles que les politiques économiques, chacun son avis. J'ai l'impression, chacun son avis sur les politiques économiques et les politiques culturelles qui sont menées, mais je pense qu'en termes d'information et donc de données et de mesures disponibles pour le grand public, le système économique et les acteurs économiques sont quand même fortement sous la loupe et nettement plus que certaines personnes du secteur culturel. Par exemple, le salaire du patron de Belgacom, on le connaît. Le salaire du directeur de certains gros théâtres, on ne le connaît pas. Vous voyez ? Donc, je pense que oui. Donc, quand même, les grands acteurs économiques sont sous la loupe. Vous connaissez le montant que l'État a eu avec la vente des parts dans BNP Fortis. On ne connaît pas toujours tous les chiffres de redistribution de droits d'auteur pour les artistes belges sur notre territoire. On ne les connaît pas. Ces chiffres sont parfois difficiles à identifier et ne sont pas sur la place publique. Donc je dirais que je suis un peu partagé. Les politiques culturelles ne sont pas toujours les plus à plaindre et les politiques économiques ne sont pas toujours les plus à attaquer. Je pense que c'est sans doute plus nuancé que ça.